Allez, on va laisser les Bleus et leurs supporters fêter la victoire et prendre le temps de se poser, de se détendre tout au long de ces 2 heures de libre antenne. Jusqu'à 1h du matin, vous avez entièrement carte blanche sur Europe 1. Alors je vous invite à composer le 39 21 sans plus attendre pour me parler de vous. À l'autre bout du fil, vous serez accueillis par Paul et Jeanne sous l'œil attentif de Charles Westrelin qui réalise l'émission et vos messages déjà me parviennent par SMS au 7 39 21 comme Margaret qui me dit après un bon match 2 heures avec vous et les auditeurs, elle est pas belle la vie, et puis Angie qui dit ça me fascine qu'on puisse parler de foot aussi longtemps. Oui, je vous avoue moi aussi, mais il en faut pour tous les goûts ma chère Angie. 39 21 jusqu'à 1h du matin, on n'attend plus que vous. Caroline Dublanche sur Europe 1, 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir Joël. Eh bien, bonsoir Caroline. Eh bien, je pense que vous avez quelques informations concernant mon intervention qui n'est pas capitale, parce que quand j'entends quelquefois les différentes histoires, aventures de certaines personnes, je dois avouer que ça va vous paraître très léger. Mais c'est délicat de votre part, mais j'imagine que pour vous, c'est important. Ça compte, non ? C'est important, oui, non. Parce que je dois avouer que je suis sur sans explication de la personne, donc j'aimerais avoir un peu votre avis. Oui. Voilà, très rapidement. Oui, expliquez-moi. C'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a 3 ans. Voilà. On s'est vu, revu, et au bout de quelques semaines, une histoire est née. Quand j'ai vu que ça, pour moi, ça prenait une certaine importance, je lui ai demandé si quelqu'un ne risquait pas de pâtir de cette situation-là. Il dit oui, je vis avec quelqu'un depuis 6-7 ans. Mais s'il y a quelque chose qui se noue, c'est que je ne suis pas bien dans cette relation. Bon, d'accord. Ça m'ennuie un peu, sachant qu'il est un petit peu plus jeune que moi aussi, et ça, c'est pas quelque chose que je sais vivre, si vous voulez. Mais bon, sur le moment, je me suis dit, ça peut être une histoire. Peut-être que son histoire va se terminer à un moment ou à un autre, et puis, pourquoi pas. Donc voilà, j'ai accepté cette situation-là. C'est une situation qui a duré pendant 3 ans, puisque là, ça a été au mois de septembre passé, je vais vous dire ce qui s'est passé. Mais pendant toute cette période-là, c'est vrai qu'on se voyait assez régulièrement. Il travaillait encore, il s'est arrêté de travailler au printemps. Et moi, je me suis dit qu'entre le moment où notre histoire a commencé et le moment où il a arrêté de travailler, je comprenais qu'il n'ait pas de disponibilité ou qu'il ne veuille pas remettre en question toute sa vie, qu'il pouvait se dire, au moment où je basculerai dans une inactivité, je remettrai les choses en place et je prendrai une décision. Bon. Nous voyons donc à peu près régulièrement entre 2 et 3 fois par semaine, sachant que nous habitons quand même dans la même ville, pas très loin l'un de l'autre, mais avec beaucoup de discrétion. Oui. Et puis, c'était des visites qui étaient entre 2 heures et 3 heures. On prenait éventuellement quelquefois un café en extérieur et nous arrivait, j'aime beaucoup la décoration, j'aime bien bricoler. Il avait des choses à organiser au point de vue de certaines de ses locations, donc me demandait mon avis parce qu'il trouvait que j'avais des goûts qui ressemblaient un peu aux siens. Et je voulais avoir la critique d'une femme. J'étais ravie parce que je me dis, il prend acte de ce que je peux émettre comme information. On est allé en vacances à plusieurs reprises ensemble, une petite semaine, voire la dernière fois, c'était 2 semaines. Donc, vous voyez, je me faisais quand même un certain plaisir. Il se rend vraiment disponible, là, puisque par rapport à son autre relation, il prend quand même une semaine de vacances avec vous. Voilà, ça lui arrivait.
Et puis au mois d'août, il se trouvait en vacances en Espagne. Et moi, j'étais, sachant que son ami travaille dans l'éducation nationale et que il y a les périodes de vacances qui sont toujours un peu plus compliquées à gérer. Cette année, j'ai trouvé qu'il était encore moins présent que les autres périodes de vacances scolaires, on va dire. Ça m'a beaucoup gênée. Je me suis sentie vraiment très très seule cet été. Cet été au mois d'août, il était en Espagne et il m'a dit écoute, il m'a mis des messages parce qu'on échange beaucoup par SMS parce que c'est pas toujours très très facile de pouvoir parler. Donc il m'envoie un message en me disant je suis à tel endroit, j'aimerais qu'on aille en vacances, qu'on revienne en vacances ensemble ici, c'est pour te faire pour te faire connaître la ville. Moi je dis ok. Et il vous disait rien par rapport à... Pardonnez-moi, je vous interromps, mais par rapport au fait qu'il était moins disponible. Vous lui en aviez parlé, lui en disant que c'était plus difficile pour vous? Non, il n'est... Exactement. Oui, voilà. Donc, alors, à plusieurs reprises, toutefois, parce que sur les 3 ans, je suis pas restée muette quand même, je lui ai quand même fait savoir que la situation m'était délicate, que je n'aimais pas trop la façon dont je me considérais. Parce que quand c'est comme ça, on a toujours un petit peu l'impression d'être la 5e roue du carrosse. Ou je vais pas employer un mot un peu désagréable, un petit peu vulgaire, mais je n'aime pas. Donc, si vous voulez, il me dit mais tu comprends, moi, j'ai envie de vivre beaucoup de choses. Je suis très gourmand, très gourmand. Excusez-moi, je suis maladroite sur l'expression. Je sais pas, c'est peut-être l'expression qu'il a utilisée. Non, je pense pas. Non, j'exagère peut-être un petit peu. Mais vous l'avez ressenti comme ça, en tout cas. Je ne veux pas rater en quelque chose. Il ne veut pas rater sa vie. C'est-à-dire que tout ce qui se présentait, si vous voulez. Mais oui, certes, mais il parle de lui, mais les autres dans tout ça. En l'occurrence, vous, elle. Il ne voulait pas remettre en question. Oui, il ne renonce à rien, à tous les plaisirs qui se présentent de la vie. Exactement. D'accord, ok, oui, c'est un jouisseur, mais à part ça. Alors donc ça m'a beaucoup gênée et puis il me dit, alors à un moment je lui dis mais tu n'as pas envisagé de changer de vie? Il me dit oui, j'ai pensé, mais je dis alors, il me dit non, pour le moment non, je n'envisage pas de le faire. Bon. Donc au mois de septembre, il m'avait proposé dans cette période de vacances. Et puis, je voyais que l'organisation au niveau de... je m'étais occupée des transports, et lui, au niveau de la résidence, il voulait s'en occuper. Je voyais que ça traînait un petit peu. Et à un moment, il me dit, écoute, on ne part plus le samedi, on part le mardi, parce que il y a telle chose. Je dis, écoute, je le retrouve, je lui dis, écoute, écoute, non, je suis désolée, on laisse tomber ces vacances-là parce que ça m'a l'air trop compliqué. J'ai dit, pendant que nous y sommes, notre relation, je la vois de plus en plus mal, on se voit de moins en moins. J'ai passé des vacances relativement seule. Je m'étais pourtant organisée de façon à ce que, moi, j'étais très disponible puisque je vis seule, donc... Et alors ce à quoi, quand je lui ai dit, écoute, on va cesser cette histoire-là, il est resté muet un certain temps quand même. J'ai bien senti qu'il avait accusé le coup, parce que je pense que, quelque part, une femme qui dit ça, on n'apprécie pas trop. Et puis, il me dit, tu as réfléchi et je te rends ta liberté. Bon. Alors je me suis dit, il a quand même répondu un peu vite sur ça. Admettons. Et j'ai voulu lui expliquer, lui dire que, voilà. Alors il me dit, non, cesse, ne me dis pas. Et il me dit simplement, laisse-moi une porte ouverte. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Qu'est-ce que c'est assez clair, non? C'est assez clair, oui. Alors, je dois vous avouer aussi que je lui donne un coup de main parce qu'il a des locations saisonnières et donc je m'étais engagée à lui dire quand tu ne seras pas disponible, je veux bien prendre le relais pour recevoir les gens qui doivent aller dans tes locations.
Alors, pour lui, ça lui paraît tout à fait normal, hein. Et donc, quand il a besoin, Que vous il vous me demande. occupiez de ça. Oui, voilà. Oui, Bon. mais c'était peut-être, ça lui paraissait peut-être normal tant que vous étiez ensemble. Mais à Oui, partir du oui. moment où vous décidez d'arrêter la relation, ça Oui. se pose en d'autres termes, non? Mais oui, mais justement, ça pour lui, si vous voulez, ça reste Ça une l'arrangerait. possibilité. Ça l'arrange Ça toujours. l'arrangerait. Ça Mais vous l'arrange pensez toujours. que la porte, elle reste ouverte uniquement sur ce plan-là, plus professionnel? Je ne sais Qu'il n'y a pas. pas quelque chose de plus personnel? Je ne sais pas. Alors, je ne comprends pas. Alors, c'est quelqu'un, comme je disais à Paul tout à l'heure, c'est quelqu'un, dès que je veux lui parler de quelque chose, par exemple, quand le jour où je lui ai annoncé, lui disant, bon, écoute, cette histoire est trop compliquée, moi je souffre, je ne suis pas bien, je ne te Oui. vois pas. Et alors, il me dit, bon, il se ferme, bon, il se ferme complètement et il me dit c'était pas mon jour, je n'ai pas j'aurais mieux fait de pas venir, par exemple, vous voyez. Ah ben Bon, voyons. il coupe carrément la conversation Mhm. comme ça. Et Voilà. qu'est-ce que vous ne... Parce que vous m'avez dit au début de notre échange, Joël, que vous vouliez un peu avoir mon avis. Il y a des choses Oui, que vous oui, avez je besoin souhaiterais avoir d'éclaircir, votre que vous ne avis. comprenez pas. Par rapport à Voilà. quoi? Je voudrais avoir votre avis parce que comme je n'ai jamais réussi à lui dire ouvertement Mhm. pourquoi, et Oui. ce que moi je ressentais, et que l'attitude qu'il avait n'était pas très correcte, si vous Un voulez, peu cavalière, oui. un peu cavalière, Mhm. en disant moi je prends ce qui m'intéresse, et je suis, Oui. même si, vous savez, bon, c'est ce que je lui ai dit quelquefois. J'ai dit tu as des placards, tu ouvres un placard, tu utilises et tu remets dans le placard, tu cloisonnes ta vie comme ça. Oui, exactement, vous avez raison. Mhm. Et ça, il est il devient hermétique Ah oui, il me donne bien sûr, aucune oui. explication. Et il me dit, bon voilà, moi j'ai eu un frère qui se promettait de faire des tas de choses, il n'a pas pu le faire parce qu'il est parti avant que Oui, enfin, d'être il ne que parle pas de bon, lui, mais ou voilà. alors il ne parle que de lui, de ce qu'il veut, sa façon Hum, de, il prend ce qui se présente, il veut du bon temps, du plaisir, mais en tout cas, hum, hum. sans s'embarrasser de vos états d'âme. Voilà, Dès exactement. que vous exprimez quelque chose par Hum, rapport à cette relation, la façon dont vous la vivez, vos attentes, hum, là, hum. vous avez un mur en face de vous. Il ne veut pas Voilà, entendre. voilà. Ou Clairement, alors il ne veut pas entendre. Voilà, ou alors, bon, il fut un temps quand je lui posais cette question-là, avant que je ne tranche moi-même en septembre, il me disait, mais si on est encore ensemble depuis si longtemps, c'est que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Alors il a besoin de moi, de quelle façon? Je ne sais pas si c'est un support, s'il y a un support de sentiment ou si c'est un support de satisfaction en ce qui le concerne, vous voyez. Mais en tout cas, ce qui est révélateur, je trouve, à chaque fois, c'est qu'il ramène à lui. Voilà, Quand c'est vous vous ça. interrogez, vous, sur la poursuite de la relation, sur la façon dont Hum, elle pourrait évoluer, sur le fait que ça vous pèse, il ramène oui, toujours à lui. Et exactement. effectivement, il vous dit, même en vous disant, c'est quand même terriblement narcissique, j'ai besoin de toi. Oui, Mais il vous demande pas finalement. Enfin, il ne veut pas entendre quand vous parlez du fait que ça vous fait souffrir, qu'il y a un hum, manque, que vous voyez que ça n'évolue pas. Ça, il ne veut pas exactement. entendre. Il y a rideau là, Exactement. et c'est là où ça ne va Oui. pas. C'est-à-dire que c'est toujours lui. Il est par rapport Hein? ce qu'il vous disait finalement quand il vous Oui. a dépeint et ce qui vous avait perturbé à juste titre Hein? d'ailleurs quand il vous disait Hein? qu'il prenait la vie comme elle venait et qu'il ne savait pas renoncer finalement à ce qui s'offrait à lui. Exactement, exactement. Alors il y a plein de petites choses qui me chiffonnent. Bon, si vous voulez, étant donné que nous sommes dans la même ville, il nous arrive de nous croiser. Alors bon, c'est vrai il nous arrive aussi encore aussi de prendre un café ensemble. En plus, je vous dis, je m'occupe encore de ces locations. Oui. Alors que bon, évidemment, il me fait des compliments sur la façon dont j'ai vécu, bon, les différentes choses comme ça, ou bon, que je suis charmante, enfin bon, des choses Il vous fait évidemment des qui appels sont. du pied.
Oui, des choses Je le qui dis sont moins toujours... joliment, hein, mais pardonnez-moi, Oui, mais c'est un peu ça. je comprends. Mais des choses qui sont toujours très flatteuses et que bon, Mhm. quand on a des sentiments pour quelqu'un, on est assez content de les entendre. Même si il y a des fois, quand on se remet les choses, mais non, c'est complètement ridicule, n'écoute pas ça ou n'y croit pas. Bon, je trouve que là, je vous dirais, je ne sais pas comment faire. Alors, ma question était, est-ce que ce que je n'arrive pas à lui exprimer dans la totalité, est-ce qu'il ne serait pas judicieux que je lui fasse un courrier, enfin pas un courrier, un mail, parce que bon, on va parler tel que maintenant les choses que l'on utilise, en lui disant, mais voilà, tu es comme ça, tu prends les choses, tu les remets dans leur coin et tu les reprends et Oui, vous avez besoin de dire ce que je finalement que vous pense vivez que j'ai mal et que vous lui en besoin. voulez. Vous êtes en colère au fond. Exactement. Mm. Je suis en colère. Je suis en colère vis-à-vis de lui, bien sûr, Mm. vis-à-vis de moi, parce que je me dis, mais ma fille, il faut que tu réagisses quand même, que tu te rends bien compte que tu es une pomme de temps en temps, ben même souvent. Oui, mais c'est le problème dans ces histoires quand on en veut à l'autre et puis on veut à soi de s'être laissé aller dans une histoire où on se rend compte qu'on était finalement pas du tout sur la même longueur d'onde et où on a eu Mhm. l'impression de se faire un peu avoir d'une certaine façon, enfin sentimentalement ou bon. Exactement, exactement. Et ce qui est pénible, c'est que vous continuez finalement, vous restez en lien, vous occupez de ces locations. Donc quand vous le voyez, lui, il fait le joli cœur. Enfin, Mhm. il vous parle de vous, de que vous êtes belle, ce qui est toujours agréable à entendre. Mais enfin, je veux Mhm. dire, il y a une négation totale de ce que vous pouvez ressentir et de votre peine. C'est ça, Éventuellement, ça. au passage quand même, hein. Mhm. C'est-à-dire Mhm. que euh, vous êtes malheureuse, que ça se soit terminé comme ça. Mais le Mhm. problème, c'est que vous-même, vous restez dans cette ambiguïté. Et pourquoi? Parce que pourquoi vous continuez à vous occuper de ces affaires? Est-ce que vous espérez finalement qu'il y ait quelque chose qui évolue? En même temps, vous me dites que vous aimeriez pouvoir lui dire ce que vous avez sur le cœur. Exactement. J'aimerais pouvoir, oui, voilà, Et j'aimerais pouvoir pourquoi lui vous n'y dire. arrivez pas? Parce que certes, c'est un mur, mais après tout, est-ce que ça vous ferait du bien de lui dire Mhm. ce que vous pensez de la façon dont il s'est comporté et de ce que vous ressentez? Vous voyez, parce que Oui, finalement, vous le ménagez beaucoup. Il exactement, je le continue à ménage. s'occuper de ses affaires. Bien sûr, bien sûr. Et pourquoi vous le ménagez autant? C'est que vous espérez qu'il Je ne sais est... pas. Oui, parce Non, que vous avez c'est encore des parti. sentiments pour lui, Voilà, je pense, oui. et Mm. peut-être donc vous continuez à vous voir comme ça Mais aussi. voilà, exactement, parce que, bah voilà, ça va être... Et sinon, moi, vous redoutez un peu de ne plus le voir quand vous lui aurez dit ce que voilà, vous avez mais sur le voilà. cœur. Parce que c'est Oui, pas alors, quelqu'un qui va, il n'y a pas de remise en question chez lui. mais il semble Dès que pas. ça l'embête, on sent bien Oui. les quelques fois où vous avez voulu, où vous avez été un peu dans le reproche, ah Mhm. ben là, il s'en va, il se ferme, il n'y a plus personne. Il veut pas se remettre en Exactement. question. Voilà, exactement. Et Donc je voilà. trouve que le mail, je vais vous dire, moi je vous dis là, vous me demandez votre avis, mon avis, C'est la je vais vous raison. dire clairement ce que j'en pense. Le mail, c'est Oui. très facile, je trouve, pour lui. Pour vous, ça peut vous faire du bien. Il faut penser à ce qui est le meilleur pour vous. Après tout, lui, Mhm. j'ai envie de dire, on s'en fiche. D'accord. Moi, en tout cas, c'est pas lui qui m'appelle là. Mais je dirais que le mail, ça peut vous aider, vous, à dire, bon voilà, je l'ai dit, mais enfin, vous savez que le mail aussi, hop, d'une portée de clic, on l'efface. Je trouve Mhm. qu'après tout, peut-être que aussi, si vous pouvez lui dire Mhm. en face Mhm. ce que vous Mhm. pensez et que vous êtes blessé. Que vous êtes blessé et triste, en tout cas, de la façon Ah, dont la relation, dont ça s'est passé. Peut-être que d'accord. ça serait bien pour vous de pouvoir le Mhm. faire. Et après tout, un mail, c'est un peu une façon d'éviter aussi cette rencontre avec lui. Or, vous ne le verriez plus du tout, je vous dirais pourquoi pas, parce que si c'est pour vous mettre le cœur, vous chambouler, mettre le cœur à l'envers de le revoir, mais vous le Mhm. revoyez pour les locations. Bien sûr. Donc, vous pouvez le revoir, mais dites-lui ce que vous pensez. Voilà.
Parce que le problème, c'est que je le sens bien. Vous savez, c'est comme quelqu'un, enfin, je ne sais pas, à qui on fait un reproche quand je vais essayer de lui parler, tout de suite, c'est un peu, il lève les yeux au ciel et pratiquement, bon, Oui. il va pas, peut-être pas jusqu'à lever les épaules, mais c'est moins, c'est pas, Ça le c'est fatigue, guère moins. ça C'est l'ennuie. guère moins. Tout va bien quand vous êtes dans le compliment, enfin, Oui. que vous passez de très bons moments et comme lui vous voit. Mais je trouve pardonnez-moi, mais il est à côté de la plaque. Quand vous voyez, bon, alors vous me direz, vous aussi, qu'est-ce que vous faites encore à vous occuper de ses affaires? C'est intéressant d'ailleurs quand on parle de ses affaires, mais le problème, vous avez des sentiments encore pour cet homme. Bon, Tout à fait. mais il est à côté de la plaque quand il est là, alors que à faire comme si, oui et non, il continue à vous faire la cour, à être dans la séduction. Mais c'est nier le fait que vous pouvez être malheureuse. Mais peut-être qu'au fond, vous lui avez pas montré non plus. Et vous aussi, quand vous le voyez, vous essayez de donner le change et au fond de faire comme si tout allait bien et de parler de choses et d'autres, on va dire. Je pense qu'en effet, j'essaie de donner le change, de ne pas faire la tête, de ne pas avoir l'air tristounette. Oui. Et pourquoi voilà. Pourquoi Ben, je ne sais pas. Est-ce que je veux, enfin, pas le protéger, ou je ne sais pas, ou protéger peut-être, je ne sais pas quoi. Vous voulez pas lui montrer à quel point ça vous a blessé, ou vous êtes triste, vous voulez garder la tête haute, ou est-ce que c'est finalement vous une façon de dire, parce que vous vous en voulez aussi, donc est-ce que c'est une façon de dire même pas mal finalement, enfin tout va bien? Oui. Oui, non, parce que quelque part, et je vous dirais qu'à un tel point que je vois quand il nous arrive de nous voir, je vois les premiers temps que l'on se fait revue après c'est une petite coupure qui n'a duré qu'une dizaine de jours. Je pense qu'on a dû être 10 jours sans vraiment se voir. Je vois un jour, il m'a pris par la taille pour me faire une bise, simplement. Hein. Il me dit, mais tu as maigri. Je dis, écoute, tu penses que la décision que j'ai prise m'a fait plaisir, ne m'a pas chamboulé. Donc, vous voyez, ça, il l'a entendu, mais il n'a pas. C'est terrible. Je trouve terrible le manque d'empathie qu'il peut avoir à ce point-là. Voilà. Alors quand même, il reconnaît que vous avez maigri et là vous saisissez ce qui aurait pu être une perche en disant oui que vous n'êtes pas bien, que ça vous tourmente, mais après c'est ça, il dit même pas je suis désolé au fond, parce que après tout. Vous étiez au départ, personne ne vous a forcé à aller dans cette histoire et autres. Vous êtes tous les deux largement adultes, mais il pourrait dire. Au fond, émettre quelques regrets en disant qu'il regrette de vous avoir entraîné dans cette histoire pour en arriver là, qu'il n'a pas pu faire autrement. Ça vous permettrait de dire, bon, après tout, on a vécu ce qu'on avait à vivre. Lui-même, il est empêtré dans des difficultés. Vous pardonnez, vous passez l'éponge ou pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose de dit où il vous prend en considération. Or là, on a l'impression que c'est effectivement... l'impression que ça me donne, en tout cas, que c'est un individu extrêmement auto-centré. C'est lui et lui. Donc je trouve que par rapport à ça, peut-être qu'il faudrait en tout cas arrêter de le ménager et plutôt que de prendre sur vous, vous avez le droit de lui dire que vous trouvez son attitude finalement, à aucun moment il n'a tenu compte que vous avez pu être malheureuse dans cette histoire et encore aujourd'hui. Mais ce qui veut dire aussi que... il faut arrêter de le voir et de s'occuper de lui. C'est ce que me dit Yvan, laissez-le se débrouiller avec ses locations, quittez-le, rendez les clés. Merci. C'est ce que dit Margaret. Elle dit, vous devriez laisser tomber ces locations si vous n'avez pas signé de papier. Absolument pas. Non, pas du tout. Non. Vous savez, je lui donne un coup de main comme ça. Vous savez, recevoir les gens, leur faire voir comment. D'accord, c'était vraiment complètement amical. Et il y a Angèle qui dit, si j'étais vous, je lui dirais ce que je pense et je mettrais fin aussi à l'aide que vous lui proposez pour les locations, quitte à souffrir de la rupture totale pendant quelque temps. Car rester en contact avec lui, ça vous fait souffrir aussi. C'est certain, parce que oui, c'est vrai que comme je vous dis, j'essaie toujours de ne pas montrer ma détresse, mais que bon, dès qu'on se voit, bon, c'est vrai que pour moi c'est un nouveau coup à chaque fois, donc c'est pas très très bon, quoi. Moi, il faut, enfin,
Je vous ai dit ce que j'en pensais. Je pense que vous gagneriez à clarifier la situation maintenant, pour vous. Très bien. Pour vraiment, ça peut être aussi une façon de clore quelque chose et de ne pas garder pour vous ce que vous ressentez et il n'y a pas de raison de le ménager comme vous le faites. Je trouve que lui, il ne vous ménage, il ne vous prend pas en considération. Donc il y a des petites choses qui ont fait aussi que où j'étais, le fait de son absence qui n'était à mon avis pas lié qu'aux périodes de vacances scolaires, des petites choses qui m'ont gênée, si vous voulez. Bon, je n'en ai pas fait état, j'ai été très discrète sur des choses parce que je pense que les femmes on a des sens qui sont peut-être un petit peu plus pointus que les hommes, donc ce qui fait que il y a des petites choses qui m'ont paru un peu bizarres et là-dessus, il restait mais comme une carte. Mais je trouve, mais parce qu'il veut pas, c'est ça, il veut pas s'encombrer de vos états d'âme. Hein, et c'est ça qui est vous avez fait preuve souvent de tact vis-à-vis de lui. Là où en face vous avez quelqu'un qui pense avant tout à lui. Et c'est là où ça ne va pas. Et je trouve qu'à un moment, vous voyez, il faut arrêter ce déséquilibre. Y compris d'ailleurs quand vous continuez à vous occuper de lui d'une certaine façon. Oui, bien sûr. Ça vous permettra, je crois, de clore, hein, vraiment. Oui, parce que qu'il arrête de faire le joli cœur quand il vous voit. Ou alors, bon, après, c'est vous qui continuez, mais ça va pas là, je trouve. Oui, je comprends. Oui, mais justement, je voulais savoir un petit peu comment je pouvais... Et dites-lui que comme le dit Sergio, allez arrêter de perdre du temps avec ce polygame, laissez-le s'occuper de ses apparts, ça lui fera les pieds, et offrez-vous un peu de liberté, parce que je trouve là aussi le côté grand seigneur, je te rends ta liberté. Je suis désolée, vous pouvez lui dire que vous la reprenez, votre liberté. Parce que dans les faits, il vous rendait rien du tout, et même là, il continue à vous garder. Hein, on garde toujours une poire pour la soif. Et puis il se dit peut-être que vous allez recraquer. Donc il vous rend pas du tout votre liberté, il vous maintient. Vous aussi, vous êtes bien consentante, hein, on est bien d'accord. Mais enfin, là, il veut reprendre de la superbe quand vous avez dit, en gros, que l'histoire, ça vous convenait plus, que vous alliez arrêter. Hop, il reprend toujours moi. Non, je te rends ta liberté. Non, vous la reprenez. Et il y a Sergio qui dit, je voulais dire légèreté plutôt que liberté. Je trouve que c'est un bon lapsus de Sergio, parce que offrez-vous un peu de liberté, oui. Et c'est vous, et pas lui. Lui, voyez, laissez-le. D'accord. Rendez-lui les clés. Exactement. Je vous remercie de votre conseil, ainsi que ceux des auditeurs, et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup, Joël. À vous aussi. Bonne soirée. Au revoir. Lenny Marlin, Where I'm Head. Vos messages qui me parviennent au 7 39 21 pour Joël. Il y a Scarlett qui dit non, cet homme veut tout, il prend tout, mais finalement sans tenir compte des autres. Quelqu'un dit finalement fuyez parce que j'ai vécu cette situation moi-même pendant 10 ans. Il ne changera jamais, il ne pense qu'à lui. Il y a juste Amanda qui a un point de vue différent. Elle dit ne prenez pas de décision trop hâtive, prenez du recul plutôt et ensuite clarifiez dans un tête-à-tête avec lui. C'est Marie-Christine qui est avec nous maintenant. Bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Marie-Christine. Voilà, donc moi je vous appelais parce que je suis veuve depuis 8 ans. Bon, je vous ai déjà eu dans le passé au téléphone. Et puis, j'ai un ami que j'avais pas vu depuis 2 ans parce que je m'étais brouillée avec lui. Il avait repris contact avec moi en me disant, écoute, j'aimerais bien te voir et tout, ça me ferait plaisir. Donc, je suis allée le voir. Bon, il fallait que je prenne le train, donc je suis allée le voir. Et puis, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas du tout changé, du genre, oui, tu comprends, je sais que ma femme, elle m'aime, si je la quittais, elle en mourrait. J'ai pas moi je suis insensible à tout ça. Hein. Et donc voilà, et moi j'ai envie d'avancer. Parce que j'ai pas envie de finir ma vie toute seule, j'en ai vraiment marre d'être seule, j'ai 54 ans. Et donc je voudrais savoir, il vaut mieux que je coupe complètement avec lui, ne plus avoir de contact. Bon, par exemple, il m'a dit aussi ce soir, quand je l'ai quitté, il m'a dit, tu sais, quand tu m'envoies un texto, alors je peux n'envoyer qu'un texto, vous pensez bien, il faut surtout pas que j'appelle, hein. Et quand tu m'envoies un texto, ce serait mieux que tu le fasses tard le soir, comme ça ma femme elle est au lit. Je
J'ai dit non mais je rêve. Ouais, Et là je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là-dedans? Mais où je suis là? En rentrant je me suis dit non mais là il faut que je fasse quelque chose pour que j'avance. Je regrette d'avoir accepté de reprendre des contacts avec lui. Je le regrette là. Parce que je m'étais brouillée avec lui l'année dernière, on devait se voir. Le vendredi, il me dit OK, et le lundi, il m'appelle et me dit non, j'ai bien réfléchi, non, je ne veux plus, je veux pas tromper, enfin, tout un... Mais quand vous dites que vous avez repris contact, c'est-à-dire, vous avez une relation avec oui, lui avant, oui, on a été amants. Et puis, moi, et vous le connaissez depuis longtemps, cet homme-là Oui. Parce que vous me dites il n'a pas changé. Donc, c'est-à-dire vous l'avez rencontré il y a quelques années, c'est ça? Quelques années, oui. Après le décès de votre mari. Bon, on ne voyait pas beaucoup, hein, mais il était déjà, à ce moment-là, en couple, il était déjà marié. D'accord. Il m'appelait tous les matins. Et par exemple, aujourd'hui, il me dit, tu sais, parce qu'un jour, je lui avais dit, écoute, moi, laisse-moi, moi, j'ai envie de continuer. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un, bon, c'était pas vrai. Aujourd'hui, il me dit, tu sais, quand tu m'avais dit que tu as rencontré quelqu'un d'autre et tout, tu sais, je suis jaloux. Mais je dis, jaloux de quoi? Je dis, moi, je suis bien, et t'es bien avec ta femme, hein. Et vous lui aviez dit pour le rendre jaloux? Non, lui, non, il me dit... Non, mais vous lui aviez dit, vous, pour le... Enfin, c'était une façon un peu de le titiller, de le provoquer. Mais c'était pas vrai, hein, mais je lui avais dit ça au téléphone. Mais il n'empêche qu'il peut être jaloux quand même. Hein, tu pouvais avoir quelqu'un d'autre, j'en étais jaloux, tu sais, je suis jaloux. Mais je me dis, mais il est complètement à la masse. En rentrant, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai repris contact avec lui parce que j'étais pas bien tout à l'heure, j'ai pleuré et tout, j'ai dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Oui, mais c'est ça, il faut peut-être pas trop comment dire vous tourmenter avec pourquoi, comment, c'est-à-dire qu'à un moment ça a été une façon pour vous de vous raccrocher aussi à quelque chose, de sortir un peu de votre tristesse. Ah bon? Donc alors du coup, j'ai pas le côté social, je suis toute seule. Oui, il y a des fois j'en peux plus. Hein. Bah ça fait beaucoup. Bon, en plus, à l'époque, quand j'avais perdu mon conjoint, j'ai perdu en 3 ans 3 personnes. Hein. Mon conjoint, son père, ma mère. Donc j'ai plus de parents, j'ai plus mes beaux-parents, mes enfants, ils sont grands, ils sont élevés. Bon, on est proches, mais bon, ils ont leur vie, hein, comme tous les enfants. Hein. Et maintenant, bon, je vais régulièrement chez le psy parce que j'ai besoin, sinon je sais que je perdrais pied. Depuis mon licenciement, je vais régulièrement chez le psy. Et le psy, l'autre jour, il m'a dit, vous savez, la priorité, c'est pas un emploi. Votre priorité, c'est de retrouver un équilibre affectif et vous verrez, tout ira bien après, tout va repartir et tout. Pensez à vous, ne restez pas seul pour vous plus tard et tout. Bon, c'est vrai, il a raison, hein, je pense que c'est le bon truc. Et quand vous parlez, moi je trouve que oui, c'est finalement une force de ne pas vous replier sur vous-même, même si vous vivez une histoire qui est un peu bancale à côté. C'est finalement quand même être tourné à nouveau vers la vie, vers le fait d'être en lien, ne pas être dans le repli. Parce que, comme vous dites, ça fait beaucoup entre la perte, le décès de votre mari, vous perdez votre emploi, vous auriez pu vraiment vous écrouler, hein, vous effondrer. Or, on sent que vous vous accrochez, vraiment. Elles me disent, ouais, mais t'es forte. Oui, hein, voit comment... oui, je trouve aussi, c'est vrai. Depuis que j'ai perdu mon emploi, tout le monde me dit, ah, t'as beaucoup changé en bien, on te sent bien. Bon, je fais plein de choses. Bon, je suis très occupée. Hein. Je fais beaucoup de bénévolat, comme j'ai pas de boulot. Bon, je vais pas rester comme ça tant que le monde se tourne. Et j'ai besoin de contact. Enfin, je peux pas rester chez moi tout le temps. Donc, je fais plein de bénévolat. Je m'occupe de la bibliothèque. Je donne à Caritas aussi. Vous savez, c'est un organisme un peu comme le Secours catholique. D'accord, oui. Pour les gens dans la détresse, hein, pour les SDF et tout, il y en a de la misère. Hein, je peux vous dire. Je vais régulièrement faire une permanence où les gens ils viennent pour chercher des vêtements et tout. Ben, je peux vous dire qu'il y en a de la détresse. Oui, mais je trouve que oui, bien sûr qu'il y en a. Mais vous pourriez vous replier sur votre chagrin, sur votre peine, et justement ne plus voir ce qui se passe autour, ou même devenir insensible à ce qui se passe autour. Vous gardez cette ouverture. Vos amis ont raison. C'est vrai que c'est une force. C'est votre force. Si vous voulez, moi je me suis dit, bon, comme j'ai pu avoir droit à la pension de reversion de mon conjoint, je me suis dit, maintenant comme je lui ai droit, ça me permet de travailler que 20 heures semaine. Le jour où je trouverai un emploi, je peux travailler qu'à mi-temps. Je veux que l'autre mi-temps l'utiliser pour donner aux gens, parce que grâce à la pension de reversion que j'ai de mon mari, il serait content que je fasse ça.
Enfin, même s'il est plus là, mais c'était quelqu'un de généreux, il serait content que je fasse ça. Bon, j'ai toujours été aussi comme ça. Mais comme vous, j'ai toujours été vers les gens, je suis pas quelqu'un... Oui, vous êtes d'une nature généreuse, altruiste. Voilà. Et qu'est-ce que vous cherchez dans quel domaine, là? Dans la secrétariat comptabilité. D'accord. Donc un poste et vous êtes dans quelle région? On sait jamais. En Lorraine. En Lorraine. D'accord. Et je sais que j'ai peut-être un tuyau dans une mairie, mais bon, j'attends, il faut attendre les nouveaux budgets. J'ai le droit à un contrat aidé comme j'ai 54 ans, hein. Comme je suis un chômeur senior. Hein. J'ai été licenciée après 15 ans de boîte, mais avec une mise au placard. J'ai fait un malaise au boulot et j'ai été emmenée par le SAMU. Quand vous avez appris? Quand on m'a poussé votre licenciement pendant 6 semaines, j'ai été mise au placard. Mes collègues. Et il savait pourtant que vous étiez veuve. Oui, ils savaient tout. Oh là parce que là. quand j'étais veuve, j'ai travaillé dans la même boîte. Ça faisait 15 ans que je bossais dans la boîte là. Mais il fallait supprimer des postes. Moi, j'étais une senior, je coûtais cher. Oui, mais enfin, vous ne pouviez pas vous raccrocher. Vous aviez personne aussi sur qui vous appuyer. Rien. Donc. Ouais. C'est d'autant plus écœurant. Si vous voulez, quand j'étais licenciée, au début, je l'ai pris comme ça en me disant, écoute, il vaut mieux que ça soit toi que tes enfants. Moi, ma vie professionnelle est derrière moi, elle est plus devant. Hein. C'est pas pour les 7 ans qui restent que je vais en faire un jaunisse. Puis je me suis dit, je pourrais être malade. Moi, mon mari, il est mort d'une tumeur au cerveau. Alors c'est vrai qu'après, je me suis dit, bon, c'est qu'un boulot. Hein. Tu trouveras bien autre chose, tu feras d'autres choses. Vous avez raison, dans le fond, bien sûr. Et tous les matins, en me levant, c'est ce que je me dis, Dieu merci. Je les remercie tous les jours. Parce que grâce à eux, je fais des choses tellement intéressantes. Même, bon, c'est pas rémunéré, je sais que je donne beaucoup de mon temps, mais c'est tellement enrichissant. C'est de voir mais la c'est vie pour telle ça qu'elle est. Vous savez bien, vous avez vous-même la réponse par rapport à cet homme dont vous me parlez, ou vous dites vous voulez avancer. Alors j'ai déjà des réponses qui disent qu'effectivement si vous voulez avancer, c'est plutôt un frein. C'est Alain qui dit ça. Voilà, et Tigron qui dit vous savez bien au fond que vous avancez toute seule et mieux ainsi. Oui, vous le savez, je trouve que vous le savez, mais peut-être qu'effectivement, vous savez bien que c'est pas l'histoire c'est pas une histoire dans laquelle vous pouvez vous projeter. Non. Bon, mais je trouve que parfois on fait des compromis et que plutôt que de rester peut-être chez vous à pleurer, à être mal, vous allez, vous êtes actif, vous allez donner aux autres, aussi vous consacrer aux autres. C'est bien. Je lui dis oui. Je me suis déjà occupée de plein de choses. Il y a des fois des gens qui m'appellent, tu peux pas l'aider là une demi-journée. L'autre fois, il y a un monsieur qui m'a appelé. Il m'a dit par vos compétences professionnelles et tout, je sais parce que j'ai travaillé aussi 10 ans dans une maison de retraite dans le passé. Vous pourriez pas les aider? Il y a une épicerie solidaire, ils auraient besoin de quelqu'un pour faire l'administratif, la compta. Ça représenterait une demi-journée par semaine. Je dis il n'y a pas de problème, vous pouvez compter sur moi. Oui, mais en plus, si vous voulez, tout ça, tous ces contacts que vous avez, le fait que vous vous rendiez disponible, ces gens savent aussi que vous êtes à la recherche d'un emploi. Donc vous savez, c'est que vous créez un réseau aussi autour de vous. Ça aussi, on parle de vous, c'est important. Vous ne le faites pas pour ça au départ, mais ça vous met dans une dynamique aussi. Ça j'ai compris, ouais. Et puis comme ça, je garde le pied. Ça vous distrait de vos propres chagrins, de votre propre peine. C'est vrai qu'il n'y a pas de meilleur médicament que de s'occuper des autres. Hein. Le passé, on peut plus changer, hein, Caroline. Oui, mais je trouve que tout le monde n'a pas ce ressort que vous avez. Oui, mais ça je n'en doute pas. Ça fait partie de vous et de votre personnalité. D'ailleurs, le psy, c'est ce qui me dit que je dois être plus égoïste, que je dois plus penser à moi, que je pense trop aux autres. Ouais, mais bon. Oui, mais je trouve que pour le moment, c'est un moteur et qui vous aide. C'est-à-dire que parfois, je me souviens quand j'avais reçu Roland Coutenceau, qui est un psychiatre dans une émission comme ça thématique sur le pourquoi certains qu'on est très différents dans nos réactions vis-à-vis de la souffrance. Il y en a qui se replient sur eux, il y en a qui malgré tout essaient de surmonter, où on parle de résilience justement. Et il disait que les personnes qui comme vous restaient quand même, y compris quand la vie les frappait, tournaient vers les autres, étaient en demande même finalement de lien avec les autres, s'en sortaient en général bien.
Parce qu'il y avait ce désir toujours de rester en lien. Vous voyez que même quand je rends quelqu'un heureux par un service, même hier quand j'étais à Caritas, que vous voyez la misère et que les gens y partent, ils vous font un sourire. Moi, ça me rend heureuse. Hein. Mais finalement, c'est ça du lien, des liens affectifs, de l'amour. Vous en distribuez autour de vous, vous en recevez. Donc cet homme, il est accessoire, j'ai envie de dire là dans votre vie. C'est pas votre relation, c'est pas ce qui vous permet de tenir debout. Hein. Je n'ai pas dit d'ailleurs qu'une histoire devait permettre de, enfin elle avait cette fonction-là, mais. Mais ce soir, il m'a cassé les jambes, oui. Pourquoi ? Je suis rentrée chez moi, mais je faisais que de pleurer. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a fait particulièrement mal ? Je me suis dit, il m'a dit je t'aime, je suis contente de te voir et tout. Puis après, il me dit, oh là là, mais tu sais, je peux pas quitter ma femme, elle en mourrait. Mais est-ce que c'est ce que vous... Oui, c'est-à-dire que là, finalement, il parlait comme s'il ne tenait pas compte de ce que vous aussi, vous traversez, de ce que vous devez vivre. Oui. Tu sais, bon, il se faisait du souci pour sa femme, mais pas pour vous. C'est ça qui vous a fait mal ? Comme je t'ai toujours dit, bah oui, continue, mais je te dis ça, mais ça me fait quelque chose de te dire rencontre quelqu'un d'autre parce que j'en suis jaloux. Alors, c'est tout et son contraire. Moi, ça me perturbe. Mais est-ce que vous avez envie, au fond, vous aimeriez, si quand bien même il quitterait sa femme, être avec cet homme-là ? Mais non, je crois pas. Enfin. C'est l'opposé de moi. Oui, visiblement. Voyez, moi, je ferais décevant. Pour trouver même des habits. Là, en ce moment, des couvertures, des manteaux. Je demande même à mes copines. Hein. Si vous avez des trucs, vous savez, vous rendez pas compte, mais il y a des gens, ça les rend heureux. Ils ont rien. Moi, quand je vois des jeunes mères, là, elles travaillent 20 heures semaine. Elles viennent pour avoir des habits pour leurs petits. Vous savez, vous dites waouh. On va continuer à se parler après le journal de minuit. Il y a beaucoup de messages qui me parviennent pour vous. Je vous les lirai après le journal, d'accord ? Donc restez bien en ligne, hein, surtout Marie-Christine. Merci Caroline. Jusqu'à 1h du matin, la ligne est ouverte pour vous, rien que pour vous, au 39 21. Alors n'hésitez pas à appeler si vous avez un souci, des tracas à partager, des espoirs aussi, des désirs. On est là avec vous, en direct encore pendant une belle heure. 39 21, si vous souhaitez témoigner à l'antenne, réagir à une histoire qui fait écho à la vôtre. Vous pouvez aussi le faire par mail sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21 et votre message SMS, vous le commencez bien, surtout par le mot nuit si vous voulez qu'il me parvienne. Alors, Marie-Christine est avec nous ce soir. Voilà, vous appelez pour parler j'allais dire au départ, c'était vous disiez la solitude qui vous pèse, mais vous n'êtes pas seul, vous êtes finalement très entouré puisque vous allez. Oui, vous n'avez pas quelqu'un sur qui vous appuyez finalement. Vous donnez beaucoup. Voilà, c'est ça. Partager ma vie. Voilà, donc quand je rentre chez moi, je suis toute seule. Enfin voilà, j'ai appris à vivre seule, on va dire ça comme ça. Puisque vous êtes veuve depuis 8 ans. Mon conjoint, mes enfants avaient 20 ans. Oui. Ils sont partis 3 ans après de la maison, donc j'ai vécu tout à la filée. Hein. Vous avez aujourd'hui donc 54 ans, vous avez perdu votre emploi, on vous a gentiment mis à la porte après 15 années de bons et loyaux services. Et vous êtes très investi dans beaucoup d'associations humanitaires. Alors, ça fait beaucoup réagir. Il y a Amanda qui me dit vous avez de l'énergie, ça vaut de l'or. Alors surtout ne la perdez pas avec cet homme qui vous détruit complètement, puisque ce soir vous aviez un coup de blues avec quand cet homme finalement avec qui vous entretenez une relation depuis quelque temps vous dit qu'il ne quittera jamais sa femme. Sergio, il dit carrément franchement vous donnez du beurre au cochon. Oui. Sortez-vous vite. Moi, je disais de la confiture, mais bon, chez Sergio, je sais pas, du côté de Saint-Étienne, on dit du beurre. Sortez-vous vite, cet homme de la tête et du cœur. Vous avez vraiment l'air d'une belle personne. Vous trouverez aisément mieux. Le suricate dit... il souhaite que vous trouviez un emploi, lui, prochainement. Rappelons donc que vous cherchez un poste de secrétaire comptable. Oui. C'est ça, et vous êtes en Lorraine. Le Zouave dit, votre grandeur d'âme s'entend.
j'espère que vraiment le bonheur est à nouveau à portée de main pour vous, dit le zouave qui ajoute: cet homme vous lie ses mains, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et Margaret dit: puisque cet ami vous fait passer après sa femme, il vous l'a dit sans vous ménager, vous devriez le garder en attendant une belle rencontre et le considérer comme un intérimaire de l'amour. Si après tout vous n'avez pas envie de rompre pour le moment, mais en tout cas de ne rien. Je suis quelqu'un de trop entière. Je suis quelqu'un de trop entière. Oui, je ne sais pas jouer dans la cour là. Alors c'est ce que dit Mimi. Il dit: oh non, on sent que cette dame, elle est trop bien pour rester dans une relation tordue. Dit oui, Mimi. Voilà, il vous a comprise. Il y a Guy qui dit: votre bienveillance et votre altruisme devraient être un modèle pour bon nombre d'entre nous. Bravo à vous pour votre courage. Il y a quelqu'un qui dit: vous savez, avoir un homme, c'est pas une finalité en soi. Il y en a des très pénibles. Alors elle dit: je fais des tas de choses culturelles intéressantes, je suis très heureuse comme ça. Et puis il y a Yvan qui dit: courage, tenez bon, virez cet homme qui vous plombe finalement. Mais vous savez, on dit, moi aussi, des fois, je me dis, t'es bien toute seule. Mais j'ai vécu 32 ans, avec une famille, avec quelqu'un. C'est quand même dur d'avoir le néant après. C'est pas le néant d'ailleurs, c'est le vide, effectivement. C'est pas le néant. J'ai peur aussi plus tard, quand je vais prendre de l'âge, d'être seule. Quand vous êtes deux, on peut se soutenir, s'aider. Des fois, j'ai une super amie, je lui dis: écoute, on se mettra en cohabitation, on s'aidera. Non, mais quand une sera malade, c'est l'autre qui prendra. Mais franchement, Marie-Christine, vous ne serez pas seule. Vous ne resterez pas seule. J'espère. Déjà, vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas parce qu'il y a beaucoup de. Vous êtes en lien avec beaucoup de personnes et finalement vous avez tout un tissu affectif autour de vous. Vous donnez, mais ça vous porte aussi. Moi, les gens ils me disent: mais tu rayonnes, toi. On se demande comment tu fais. Mes copines, elles me disent des fois, même mes copines que je connais depuis 30 ans, mais je sais pas comment tu fais, toi. T'as toujours la patate, tu fais rire tout le monde. Je suis comme ça. Comme je dis, j'ai même pas de mérite parce que je suis comme ça. Mais je souffre quand même. Oui, je comprends. Mais en même temps, vous savez, les gens qui, comme vous, se tournent, aident les autres, sont engagés auprès de venir en aide auprès des autres dans des associations, ça se répercute sur leur santé physique et morale. Souvent, ils vont mieux que les autres. Si je suis debout et que je suis en bonne santé, c'est tout ça qui m'a aidé à continuer. Si j'avais pas eu ça, je serais au 5e sous-sol. Mais je comprends, ça vous porte aussi beaucoup. Il y a Zach, d'ailleurs, c'est mignon ce qu'il dit. Il dit: s'il y avait un pôle amour, comme il y a un pôle emploi, je peux vous dire que les statistiques exploseraient dans le nombre de demandeurs. Déjà, malheureusement, le nombre de demandeurs d'emploi est considérable, mais c'est sûr que si... oui, derrière ces demandes, il y aurait beaucoup de... Il y aurait du monde, effectivement. Quand je regarde les annonces sur Pôle emploi, j'ai même pas envie de postuler. Je me dis, pour aller travailler dans une grosse boîte comme j'étais, où on est des numéros, on n'est rien du tout. On vous piétine comme pas permis. Oui, mais qui sait? Oui, je comprends. C'est assez écœurant la façon. Moi, dans une association. Pourquoi pas? Vous savez que ça peut se faire. On ne sait pas. Il peut y avoir. Les associations ont besoin aussi de personnes. Travaillent évidemment beaucoup avec des bénévoles, mais ont aussi de plus en plus d'ailleurs des salariés. Là où je vais à Caritas. C'est une dame qui est venue me chercher, que j'ai connue il y a 20 ans quand je travaillais à la maison de retraite. Sa maman, elle était pensionnaire, elle était maire d'une commune, et l'autre fois, je l'ai rencontrée. Oh, donnez-moi votre numéro de téléphone, on a besoin de gens comme vous. Parce que je lui ai dit, si vous avez besoin, vous savez, moi je suis dispo, j'ai du temps. Pas de problème. Et, au bout d'un mois, elle m'a appelée et tout, elle m'a dit: vous pourriez venir nous aider, on a des tableaux à faire, des reportings et tout, je sais que vous êtes quelqu'un de précieuse et tout. Et l'autre fois, elle m'a dit: vous savez, si vous n'avez pas la mairie, là où j'ai éventuellement peut-être un débouché, elle m'a dit: on verra, on pourra peut-être faire quelque chose pour vous. Moi, je pense que mais bien sûr que ça vous ouvre des portes, parce que les gens, vous êtes quelqu'un de très sympathique, les gens, on vous sent impliqué, engagé, donc ils se parlent entre eux. Donc c'est mieux de faire circuler un CV. La misère, peu importe, j'allais dire peu importe le chagrin, la misère ou quoi, mais on comprend les autres.
Moi, il y a des gens, ils ont même pas besoin de me parler. Je comprends. Oui, mais parce que vous avez aussi cette leur souffrance. oui, mais vous savez, bon, il y en a où malheureusement, justement, ils ont tellement vécu d'épreuves aussi qu'ils deviennent presque, c'est une façon de se protéger, mais presque hermétique. Donc ça dépend. C'est lié à votre personnalité. Oui, vous avez cette personnalité-là et vous êtes quelqu'un qui est d'extrêmement altruiste. Hein, c'est tout, vraiment. Ah bah oui, ouais. Je suis verso, c'est pas pour rien. Hein. Vous êtes comment? Je suis verso, ascendant verso. Ah bon? Et donc ce sont des affectifs? Ce sont des affectifs et des altruistes, les versos? Je connais pas. Oui, très altruiste. Oui. D'accord. Il y a Poupi qui dit dommage qu'elle n'habite pas. J'allais dire une épaule, vous voyez. Ça me manque. J'ai plus mes parents, j'ai plus mes beaux-parents, j'ai plus mon mari. Je pense que vous rencontrerez quelqu'un. Je pense que vous rencontrerez quelqu'un, mais chaque chose en son temps. Vous voyez, voilà. Croisons les doigts pour la mairie, là, en espérant que effectivement ça aboutisse. L'ami, quand il m'envoie un message, je réponds même plus maintenant. Si ça doit en tout cas vous perturber, vous rendre malheureuse, non, vous n'êtes pas obligé de répondre. Rien, mais c'est quoi? Lui, il m'appelle, lui, ça doit l'aider, ça va avancer parce que je pense qu'il n'est pas spécialement heureux. Alors ça l'aide à avancer. Mais voilà, mais moi je sers pas à ça. Hein. Je lui ai envoyé un texto que je méritais bien autre chose que ça. Oui. Que je prenais pas les restes. Mais vous le savez au fond. Autre chose. Vous le savez au fond. Il y a Poupi qui dit dommage que Marie-Christine n'habite pas Rennes parce que j'aurais bien aimé la rencontrer. Il y a Michel qui dit allez ne lâchez cet homme et finalement vous allez forcément vous recréer tout un cercle amical autour de vous et tout repartira. Il y aura des jours meilleurs évidemment. Michel qui est Verseau aussi. Il y a un Gérard qui habite la région et qui aimerait bien entre en contact avec vous, qui laisse ses coordonnées. On pourra. Je crois que vous allez avoir pas mal de contacts, d'ailleurs, beaucoup de coordonnées. Il y a Béa qui dit une belle leçon de générosité. Fuyez ce goujat. Rendez-vous disponible et vous croiserez forcément une belle âme comme la vôtre. N'en doutez pas. Et puis on croise vos doigts, les miens, enfin tous nos doigts, ça en fait beaucoup, hein, pour le travail. Merci pour Paul. Je vous écoute tous les soirs depuis des années. Ah merci beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé aussi, d'écouter, voilà. Mais oui, mais parce que c'est finalement, je vous dis, votre force, elle est aussi là, de rester ouverte aux autres, et donc il se passe déjà plein de choses dans votre vie. Vous n'êtes pas sans lien, c'est important. Non, ça c'est vrai. Mais ne raccrochez pas parce qu'on va vous donner peut-être les coordonnées de Gérard ou d'autres personnes qui ont pu appeler pour vous, si vous le souhaitez. D'accord. Je vous embrasse, Marie-Christine. Moi aussi. Au revoir. Christophe Willem, le chagrin. Bonsoir Christiane. Bonsoir. Paul m'a dit que vous aviez découvert l'émission il y a quelques jours. Oui, j'ai une amie qui sait que je suis en difficulté, puis qui m'a dit, écoute cette émission-là, tu vas voir, tu peux te trouver des réponses à tes problèmes et tout. Et comme je suis plus télé, et puis le poste était pas dans ma chambre, donc j'ai installé un poste dans ma chambre, et je vous ai écouté hier, et je me suis décidée à vous appeler. Merci à cette amie alors de vous avoir parlé de l'émission. Oui, parce que là, j'en peux plus de cette souffrance que j'ai en moi. Disons qu'en gros, je vais être assez bref, vous allez comprendre. Disons qu'à 3 ans, ma mère a été déchue de ses droits de mère. On a été enlevés par la police. On était dans un état, on nous a retrouvés dans une maison, dans la Vermine. Ensuite, on a été à la DAS. De là, on a été en nourrice. On était 4, 2 filles, 2 gars. J'ai été en nourrice jusqu'à 12 ans. Et à 8 ans, j'ai vécu un viol avec 2 hommes que j'ai jamais dit à personne. Et qui c'était ces deux hommes? Qui c'était? C'était 2 jeunes du quartier. Et suite à ça, si vous voulez, à 12 ans et demi, on nous a rendus à notre mère. À 12 ans et demi, quand vous aviez 12 ans et demi?
On nous a dit, il faut que vous retourner avec votre mère. Nous, on savait pas qu'on avait une autre mère. Pour nous, c'était la nourrice. Et on est reparti avec notre mère. Alors là, ça a été la cata. Oui, je croyais qu'elle avait été. Vous me parliez, donc elle n'avait pas été déchue de ses droits, alors. Si, elle avait été déchue de ses droits, mais vous savez, les lois, c'est pas toujours. Oui, parce qu'en général, quand il y a une déchéance d'autorité parentale, on remet pas les enfants. Ouais, si, on a été remis. Et je peux vous demander votre âge? Vous avez 57 ans. Oui. J'ai 57 ans. À l'époque, on faisait peut-être moins attention. Mais oui, on faisait, oui. Et de ce fait-là, donc moi, on est retourné avec ma mère. Moi, j'ai jamais rien appris à l'école parce que au niveau mémoire, j'avais plus de souvenirs de ma petite enfance de 3 ans. Je me souviens de beaucoup de choses que quand j'étais petite, plutôt que d'apprendre de tout ce que je devais. Vous étiez où finalement entre 3 ans et chez une nourrice. 12 ans. Et ça, comment ça se passait avec cette nourrice? Cette nourrice, si vous voulez, elle nous a élevés, mais elle avait une belle maison toute neuve où c'était un quartier où il y avait que des nourrices. Et on avait un grand garage, on mangeait dans le garage, on était lavé dans le garage, on allait aux toilettes dans le garage, on n'avait pas le droit d'aller dans la salle de bain, on n'a jamais, toujours si on avait le droit d'aller dans les toilettes. Moi, je sais que je faisais pipi au lit. Bref, c'était tous des corridors pour se laver. On vivait dans le garage. Elle avait des enfants. Ils vivaient dans la maison. Eux, ils avaient leur chambre. On n'avait pas le droit d'aller dans leur chambre. D'accord. Mais pour nous. Oui, donc c'était une source de revenus pour elle, voilà, mais de vous. On n'a pas eu d'amour, tiens. On n'a pas eu. On n'a jamais eu de tendresse. On n'a pas eu d'amour. Mais pour nous, à un certain âge, pour moi, j'avais bien vécu, vous voyez, je me sentais bien, c'était bien. Mais je sais qu'à l'école, j'ai rien appris, alors que ces enfants, elles, apprenaient les études, pour elles, c'était quelque chose d'important. J'ai un frère qui apprenait très très bien, ma sœur aussi. Mais vous aviez trop de problèmes dans votre tête pour apprendre. Oui, comment voulez-vous apprendre avec maintenant, je suis consciente de ça, que je pouvais pas apprendre, j'avais trop de difficultés en mémoire. Mais donc c'est le pire, c'est quand on est revenu avec notre mère. Alors là, ça a été la cata. Ma mère, c'était une femme de vie. Quand j'avais envie d'aller à l'école, j'allais à l'école. Quand j'avais pas envie, j'allais pas. C'était la fête à la maison. Qu'est-ce que vous voulez dire par femme de vie? Une femme qui aimait plus les hommes que ses enfants. C'était pas une femme pour avoir des enfants. Il y avait beaucoup d'hommes qui défilaient à la maison. C'était la fête au village. On faisait la fête. Donc on pouvait pas dormir, on n'allait pas à l'école. C'était ça. Donc c'était plutôt moi la maman à la maison pour mes frères et sœurs que ma mère. C'est moi qui préparais le linge de mes frères sur des chaises. J'étais très très proche de mes frères et ma sœur. Vous êtes l'aînée? Non, je suis la deuxième. Et je mettais le cartable, je préparais tout, même pour déjeuner, tout le matin, c'est moi qui préparais tout. Ma mère a travaillé un peu, donc quand elle travaillait au port, le matin, c'est moi qui préparais le déjeuner. Le soir, si la table n'avait pas été débarrassée, je faisais le ménage. Je suis très, très, très ménage, très ordonnée, donc... Oui, toujours aujourd'hui. Voilà, même moi, là en ce moment ça va pas trop, donc c'est pour ça que je m'inquiète. Oui, vous vous inquiétez justement parce que pourquoi alors vous avez effectivement une histoire très très particulière, mais très difficile. Mais qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, peut-être tout ça, toute cette histoire remonte d'autant plus? Parce que après que je suis revenue avec ma mère, à 14 ans, j'ai rencontré un homme qui était plus vieux que moi. Oui. Je l'ai fréquenté, il m'a fréquenté. Je me suis retrouvée enceinte. La première fois que j'ai eu des rapports sexuels, je me suis retrouvée enceinte. J'ai eu des jumeaux. J'ai jamais passé de visite médicale. J'ai accouché des jumeaux. Donc j'étais telle mère, telle fille, telle mère. Tiens, telle mère, telle fille. Pourquoi dites-vous ça? Parce que ma mère avait une vraie mauvaise réputation, donc à 14 ans, sa fille tombe enceinte, vous imaginez. Donc je ne sortais pas de chez moi quand j'ai eu mes enfants. Donc là, je les ai élevés, mon mari ne buvait pas, c'était quelqu'un de très sérieux. Oui, il vous aimait ce garçon. Il est resté à vos côtés, en tout cas il a été là. Il a été là pendant 13 ans, mais c'était pas un amour, mais je le respecte. Oui, mais il a quand même été là, c'est ça, c'était une histoire. Voilà. Oui. Ouais. Mais mon histoire, si vous voulez, elle est... Je me suis éduquée en éduquant les enfants, mais j'ai pas eu d'aide vis-à-vis de mon ex-mari. Il m'a jamais aidée pour les devoirs de mes enfants. Il allait pas les chercher à l'école. Bref, j'ai fait tout toute seule. Je faisais partie des meubles. C'est incroyable même que vous ayez pu... Voilà.
je l'ai quitté pendant 2 ans et puis comme je voyais personne, je suis revenue avec lui. Je me suis retrouvée enceinte et j'ai eu une petite fille au bout de 13 ans après. Donc ça fait que j'ai eu des jumeaux. Bon, il y a 14 ans d'écart entre mes jumeaux et j'ai un autre enfant qui a maintenant ils ont 43, 42 et puis ma fille qui a 30 ans. Mais bon, ça a été très difficile au niveau de l'éducation parce que je les ai élevés seuls, j'avais personne à cette époque-là. Mais le problème vous les élevez, vous étiez chez votre mère à ce moment-là? Non, j'ai eu mon logement. Vous avez eu votre logement avec le père voilà. des bébés. Oui, puis après, bon, j'ai divorcé parce qu'on n'était pas fait pour être ensemble. Et de là, c'est incroyable ce que vous avez assumé si jeune, si jeune. Ouais. Hein. Je n'ai pas été à l'école. Vous n'étiez pas élevé, comme non. vous dites. Oui. C'est tout juste si je savais l'heure, alors que j'avais un porte-monnaie pour faire les courses, vous voyez. Mais je jamais eu de loyer de retard, jamais eu de huissier chez moi. Je me suis toujours débrouillée. Oui, dans ce chaos ambiant, voilà. vous essayez comme vous pouviez et plutôt très bien de mettre de l'ordre un peu. Je mettais trop d'ordre parce que j'avais trop peur qu'on me dise que je suis comme ma mère. Oui, parce que je lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, mais autrement. Peut-être physiquement, mais en tout cas pas du tout. Mère, vous êtes construite là où votre mère a eu beaucoup plus de difficultés. Ça a été très dur, mais toutes ces années-là, je me rendais pas compte que j'étais en souffrance. Au contraire, la petite dame qui parlait tout à l'heure, Marie-Christine, elle me faisait rigoler parce que, j'étais un peu comme elle. Je suis la bonne fille qui fait rigoler tout le monde. Quelqu'un a besoin d'aide, je suis là. Il y a un mariage pour aider pour le service, je vais être là. Pour garder des enfants, je vais être là. Faire des services pour promener des personnes âgées, je vais être là. Je suis Verseau aussi, donc vous voyez. Ça confirme ce qu'elle disait. Le côté altruiste des Verseaux. Oui, voilà. Oui. Mais arrivé aujourd'hui, ma mère est à l'hôpital. Oui. Je la fréquente plus depuis des années. Quand elle est en grand danger, je vais quand il y a quelque chose de grave. Mais autrement, je n'allais plus parce que j'ai trop de souffrance avec elle. Elle me fait trop de mal. Et dès qu'elle me regarde, c'est comme si qu'elle me fusille. Vous voyez, elle a un regard méchant sur moi qui me paralyse. Et puis souvent, elle m'a souvent dit je t'aime pas et c'est comme ça et c'est tout. Donc il y a rien à dire. Donc l'année dernière, elle a été à l'hôpital pendant 3 mois. L'appartement, tout juste il fallait pas mettre un service d'hygiène, donc j'ai tout nettoyé toute seule pendant 3 mois. Et vos frères et sœurs vous ont pas aidé? Personne voulait s'en occuper. Ma sœur était malade à cette époque-là, elle a un cancer. Donc je me suis occupée, j'ai fait moi-même. J'ai tout nettoyé, j'ai fait mettre un service d'aide ménagère, infirmière, tout, un lit médicalisé, tout ça. Mais bon, je l'ai tenue pendant 2 mois. Je suis restée avec elle décembre, janvier pour l'aider. Et ensuite, je l'embêtais. Qu'est-ce que tu vas faire chez moi? J'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de voir ta tête tous les jours. Vous voyez, c'était vraiment des... Alors, je lui dis, mais je viens pour t'aider. Tu es paralysée d'un bras et tout ça. Elle a quel âge aujourd'hui, votre mère? Elle a 76. Mais attention, c'est un phénomène. Et elle fait rigoler toute la galerie. Tout le monde l'aime bien. Je peux vous assurer que dans son quartier, elle est aimée. Et donc de là, je lui dis tu veux plus de moi, je fais plus, tu te débrouilles, parce qu'elle a un ami qui va la voir, donc elle préférait son ami que de recevoir ses enfants. Toujours encore finalement, c'est ça. Voilà, ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça. Elle m'a dit je fais ce que je veux, je suis même capable de me remarier s'il faut. Elle s'est mariée au moins 5 fois. On a dû avoir au moins 5-6 beaux-pères, c'est pour vous dire. Même ma belle-mère, je pouvais pas l'appeler maman, vous voyez. Ma belle-mère, je l'appelais par madame, le nom qu'elle avait. J'ai jamais pu dire maman à ma belle-mère, vous voyez. Attendez, votre belle-mère, c'est-à-dire... Ma belle-mère, la mère de mon mari, je pouvais même pas l'appeler maman, tellement que j'ai eu 2 mamans, ma mère qui m'a mis au monde et ma nourrice. Oui. En plus, mais qui n'ont pas été des mamans. Non, ça n'a pas été ça. Celle qui vous a mise au monde et votre nourrice qui s'occupait de vous, mais parce qu'elle recevait de l'argent aussi pour cela. Oui. Ouais, mais à part ça, ça s'arrêtait là, tiens. Mais sur le plan, si vous voulez, vous avez pu avec vos enfants, vous avez quel lien aujourd'hui avec vos enfants? Alors avec mes enfants, j'ai eu la chance de rencontrer quand j'avais 20 ans. Comme je voyais que je perdais un peu mes nerfs, je devenais violente avec eux, j'ai eu la chance de rencontrer un psychiatre qui m'a aidée, qui était à la retraite. On faisait des réunions chez moi de travail où j'invitais des filles du quartier et on a travaillé pendant 15 ans, on faisait une réunion par mois
pour parler, par exemple, pourquoi l'alcoolisme, pourquoi l'agressivité, pourquoi vous voyez. Donc ça m'a beaucoup aidé. Moi, je parlais pour les autres parce que je parle beaucoup. Des groupes de parole, vous faisiez. Des groupes de parole, voilà. Et avec la femme d'un docteur aussi, une conseillère conjugale. Donc tout ça, ça m'a éduquée. Vous voyez, j'ai beaucoup appris. Et bon, après, je me suis quand même retrouvée. J'ai eu ma fille et c'est là que j'ai décidé de quitter mon mari et j'ai élevé ma fille, elle avait 13 mois quand mon mari est parti. Donc j'ai élevé mes jumeaux et puis mon autre garçon et ma fille toute seule. Donc ça a été très difficile avec l'adolescence des enfants et tout. Mais le problème que j'ai ce soir, si vous voulez, je pourrais en raconter. C'est votre mère qui va mal, donc qui est hospitalisée. Qui est à l'hôpital, qui est comme l'année dernière. Elle s'en est sortie, elle est repartie chez elle, mais là, cette année, elle est repartie à l'hôpital parce que c'est l'alcool. Là, ça fait 2 mois qu'elle est à l'hôpital et ils vont la mettre dans une maison de retraite. Oui. Apparemment, on veut la mettre dans une maison de retraite. Oui. Et le problème qu'il y a, c'est moi, déjà l'année dernière, quand elle a été en convalescence dans une maison de retraite, je suis rentrée et j'ai été la voir, je me dis, mon Dieu, je peux pas laisser ma mère dans une maison comme ça. C'est pas sa vie. Ma mère, c'est une musicienne. Vous voyez, ces oiseaux, ils vivent en liberté dans la maison. C'est le marginal, vous voyez, elle est très. Oui, c'est une personnalité en tant que mère. C'était pas bien d'avoir c'était pas une mère, mais c'était quelqu'un qui, vous dites, elle est aimée dans le quartier. C'était un peu, elle était assez fantasque, assez certainement bon. Mais du coup, elle était oui, elle était joyeuse toujours. Donc pour évidemment, en tant que mère, c'était pas la meilleure des mères que vous auriez pu avoir. Non. Mais en tout cas, elle sait être sympathique et elle a une vraie personnalité très extravertie, fantasque. Donc vous dites qu'elle va dépérir en maison. Là, de toute façon, maintenant, elle a les 2 bras paralysés. Elle est alitée. Alors, qu'est-ce qu'elle pourrait faire dans sa maison ? Elle peut plus retourner chez elle. Bon. Mais moi, là, depuis 3 semaines que je sais que ma mère va rester dans une maison pour personnes invalides, je me culpabilise. Je me dis, parce que j'ai une chambre qui est seule, je me dis, je pourrais la prendre, je pourrais peut-être quand même essayer de l'aider, je peux pas la laisser comme ça. Alors tout le monde me dit, mais t'es folle, t'as déjà fait une dépression l'année dernière, t'as été hospitalisée plusieurs fois, tu souffres énormément de tout ce que ta mère t'a fait vivre, et puis t'es encore prêt à la prendre. Bon, je sais que ça c'est pas bien, il faut pas que je fasse ça. Moi-même, je le sais. Oui, mais vous ne pouvez pas vous empêcher. Ça vous fait souffrir de voir que votre mère va finir sa vie dans une maison spécialisée qui ne correspond pas du tout à sa personnalité, à ce qu'elle est. Mais malheureusement, la réalité fait qu'aujourd'hui, elle peut plus subvenir seule à ses besoins et peut-être qu'aussi elle va le vivre. Qui me met dans un état. Oui, parce que vous êtes une fille très aimante. Vous restez vis-à-vis de malgré tout. Vous avez Oui, je suis quelqu'un de connu. Personne s'imagine que j'ai une grande souffrance comme ça quand j'ai fait une dépression à 40 ans. Vous avez une énergie incroyable, oui. Oui, on peut pas imaginer la vie que vous avez eue et le fait que vous ayez pu vous construire dans un tel environnement. C'est en même temps. L'environnement, je peux vous dire que c'était la misère. Hein. Oui, on avec l'entend. Avec 10 francs, quand il n'y avait pas d'argent, avec 10 francs, ma mère me disait qu'est-ce qu'on fait à manger. Vous savez, c'était pas seulement la misère malheureusement matérielle, enfin, parce que s'il y a de la misère matérielle et qu'il y a de l'amour, les enfants peuvent se construire. Là, c'était la misère matérielle et affective. Et malgré ça, j'étais enceinte, ma mère ne savait pas que j'étais enceinte. J'ai caché ma grossesse. Elle m'a mariée en 18 jours. Si tu te maries pas, je prends la carabine, je tue ton copain. Vous voyez le genre de phénomène. J'ai été mariée vite fait, avant, juste pour mes 15 ans. Et même en étant enceinte, ma mère me frappait. J'avais des yeux au beurre noir, j'ai eu les lèvres coupées. Je pouvais pas répondre à ma mère. Il n'y avait plus à ce moment-là les services sociaux vous avez placés quand vous étiez petite. Oui, malheureusement. Ils sont venus chez moi. Mais moi, ce que vous voulez, j'ai demandé mon dossier de la DAS. Et je l'ai eu. Et il y avait une assistante sociale qui était venue, une juge pour enfants qui était venue chez moi. Quand les voisins ont dit que j'étais enceinte, il y a quelqu'un qui avait téléphoné. Et cette femme-là était venue et elle m'avait pris de haut et elle m'avait dit, toi, ma cocotte, déjà tu fais rien à l'école, je vais t'envoyer, mais en dehors de la France, si j'ai pas une bonne enquête sur ton futur mari.
J'ai fugué pendant 3 jours, je me suis planquée dans un bois, vous voyez le topo, hein, et j'étais enceinte. Mais en fin de compte, je comprends maintenant cette personne-là, parce que quand j'ai eu mon dossier, c'est la même personne qui avait jugé ma mère quand elle nous avait trouvés dans la maison et qu'on était mangés par les vermines. C'était la même personne qui avait jugé ma mère. Oui, dans un état terrible de dénuement, extrêmement carencé. Vous êtes vraiment. Oui, mon frère il vivait dans. Oui, ça évoque les pires heures de Zola, on dirait. C'était vraiment quand je vous dis la vermine, c'est de la vermine. Mais je vous crois. Oui, vous étiez complètement laissé. Enfin, c'est même plus de la négligence, livré à vous-même, à l'abandon. C'était l'abandon. Mais moi, je me rappelle de ça. Je me rappelle la police. Je me rappelle. Mon père était fermier. Alors vous étiez très petite. Et j'avais 3 ans. Mais vous vous souvenez de cette je me souviens de rupture. tout ça. Tout est en mémoire. Quand je suis revenue à mes 12 ans, que je suis revenue chez ma mère, ça fait des flashs et tout me revenait. Tout m'est revenu en voyant des photos. Tout m'est revenu en pleine figure, tiens. Oui, parce qu'à ce moment-là, il y a eu une rupture aussi dans votre vie. C'est-à-dire que vous êtes passé d'un univers complètement délabré, chaotique, livré à vous-même, et là, il y a eu un cadre autour de vous, qui était ce qu'il était, mais un cadre. Donc c'est cette rupture aussi qui fait que certainement vous vous souvenez de tout. Et votre vie est faite de ça, et vous auriez pu être vous-même extrêmement abîmé psychologiquement, basculé. Je me trouve abîmée psychologiquement. Vous avez une force. Enfin, je trouve. Vous dites, vous voyez, même vous parlez beaucoup. On sent une énergie dans votre voix incroyable. D'ailleurs, il y a des auditeurs qui disent, c'est vrai que c'est une histoire. C'en est même très romanesque dans ce côté pourtant terrible et encore je peux même pas, j'ai des détails, je pourrais écrire un livre souvent. Oui. Je ne savais pas écrire, je suis retournée à l'école à 30 ans. Je me suis retrouvée au chômage, autant que plutôt que de rien faire, j'ai fait 6 mois dans un centre et j'ai appris, j'avais le plaisir d'apprendre. J'ai passé mon permis, je l'ai eu du premier coup. Je me suis dit, parce que j'avais énormément grossi, je me suis dit, faut que je perde du poids. Pendant 10 ans, j'ai fait du footing. Je vais vous dire, non mais Christiane, pour avoir pu vous construire, parce qu'on sent que vous êtes quelqu'un de construit, de structuré, assis dans un milieu tel que celui dans lequel vous avez évolué, où on est vraiment dans les carences extrêmement graves. Ça veut dire qu'il y avait en vous une personnalité extraordinaire. Vous placez dans un milieu, vous voyez, avec pas toutes les difficultés, effectivement, ça m'étonne pas que vous ayez, même sur le tard, à 30 ans, il faut déjà le décider, de dire, tiens, je vais décider d'apprendre là. Lire, écrire, et vous avez réussi, mais parce qu'il y a... Oui, je me débrouille. Hein. J'en doute pas, vous faites plus. Vous faites plus que vous débrouillez, c'est incroyable. J'avais un carnet, tous les mois je marquais ce que j'achetais, je dis tiens, cette année je vais essayer de me payer ça, par exemple un lustre, des tapis, dans l'année je vérifiais si j'avais pu m'acheter. J'étais très économique, j'ai acheté 3 fourchettes par 3 fourchettes, j'ai rien eu quand je me suis mariée. Vous avez une envie de vous en sortir, une rage de vivre qui force le respect. Et c'est vrai que je comprends que les auditeurs disent ça mériterait si quelqu'un pouvait finalement écrire votre histoire, parce que je trouve que ça pourrait être un témoignage extraordinaire qui montre que il n'y a pas de déterminisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déterminisme, parce que vous auriez pu être totalement écrasé par le milieu dans lequel vous avez grandi, cette histoire, ces carences, et il n'en a rien été. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on voit bien comment, au fond, même encore, c'est vous qui souffrez pour votre mère, qui souffre certainement moins que vous. Oui. C'est ça le pire, oui. Vous souffrez pour votre mère, vous souffrez de finalement comme si c'était vous qui l'abandonniez. Oui, c'est paradoxal. Plus, quand j'ai accouché de mes jumeaux, j'avais à peine je venais juste d'avoir 15 ans. Hein. Oh mais oui, mais vous étiez vous-même une enfant, vous n'étiez pas... Elle n'est même pas venue, jamais elle a donné un biberon à ses petits-enfants. Oui, mais elle n'a absolument pas, c'est pas une mère, elle ne sait pas ce que c'est. Ses arrière-petits-enfants et tout, qui c'est celui-là. Vous me dites, Christiane, c'est vous qui étiez la mère de vos frères et sœurs, et d'ailleurs vous vous êtes retrouvée à moins de 15 ans avec 2 bébés, déjà, mais 2 bébés. Alors que vous-même, vous étiez une enfant qui n'avait pas été aidée à grandir, à se construire.
Bon, Non. et ça ne vous a pas empêché de faire face avec une non. détermination, une envie de vivre qui... Non, J'étais un non. robot pendant des années. Non, vous n'étiez pas un robot. Vous faisiez face aux événements qui se présentaient, mais avec une capacité d'adaptation étonnante, ce qui est un signe d'intelligence, évidemment, Ouais. de s'adapter. Un robot, il n'a pas d'affect. Vous seriez un robot, vous seriez pas aujourd'hui en train de culpabiliser parce que votre mère est une vieille dame, aujourd'hui diminuée. Vous vous dites, oh non, c'est pas sa place dans une maison spécialisée. Mais vous me dites aussi, Christiane, que votre mère vous fait trop mal. Que rien que par un regard, elle peut vous démolir. Elle me démolit, Donc c'est important là aussi. Vous vous êtes beaucoup occupé des autres, vous vous êtes beaucoup occupé d'elle. Y compris d'ailleurs ces derniers temps, quand vous dites que finalement vous avez veillé à faire qu'elle ait un lit médicalisé chez elle, vous avez remis tout ça. Remis la maison mais j'entends. Donc maintenant, il est temps de vous occuper de vous. Et votre mère, il y a dans cette maison spécialisée, on va s'occuper d'elle aussi. Elle sera bien traitée, bien soignée. Vous, à domicile, vous risquez de complètement vous détruire, je trouve. Il y a une autre chose qui me perturbe avec ça, c'est parce que comme j'ai eu mes jumeaux que j'avais à peine 15 ans, si vous voulez, mes jumeaux sont très distants avec moi. Mes jumeaux depuis des années, mes jumeaux me fréquentent pas. Parce que un jour, je lui ai dit à mes garçons, mais pourquoi vous êtes comme ça avec moi? Pourquoi vous êtes dur? Ils me disent, on sait pas. Est-ce qu'ils connaissent votre histoire? Pas tout. Ah non. Et quand j'ai dit que j'avais été violée à 40 ans, mon fils voulait pas me croire. Je pense qu'ils peuvent même pas imaginer le chemin que vous avez parcouru. Ils voulaient pas voir la souffrance. Oui, c'était douloureux. Je pense que ça pourrait leur. C'était trop douloureux parce que là, j'ai été 3 mois hospitalisée et ils voulaient pas entendre ça. Et ils sont même pas venus me voir à l'hôpital. Et ils sont très très froids. Alors quand j'étais avec eux et puis que je suis pas une mère poule à les embrasser tout ça. Parce que j'ai pas été élevée comme ça. Mais bien sûr que non. Je leur ai fait comprendre, parce que comme je discutais avec des personnes... Vous êtes occupée de... Je leur disais, moi je suis pas maman poule, mais je suis toujours là pour vous. Vous les aimez. Je suis proche, voilà. Vous avez veillé sur eux comme vous avez pu, dans un contexte qui était extrêmement défavorable. Vous avez veillé sur eux. Sur la sexualité, des choses comme ça, je faisais des réunions de groupe chez moi. Si mes enfants avaient besoin de poser des questions, on notait, on parlait. Vous voyez, j'amenais leurs copains, leurs copines. J'ai aidé des petits jeunes du quartier. Vous voyez, j'étais proche d'eux. Si un de mes enfants avait besoin de me parler personnellement sur des choses, on le faisait tranquillement. S'il y avait une bêtise de fait, vous avez un cœur immense. Ça fait penser. On se réunissait dans le canapé et puis on mettait je vois bien. Table, comme on dit. Oui. La maison était ouverte et on pouvait parler, se confier. Vous étiez ouverte aux difficultés des autres. Mais aujourd'hui, je me sens, je fréquente presque plus personne. Je fais rien. Je m'habille même pas. Pourquoi? Parce que vous êtes perturbée par la J'ai pas de goût, j'arrive pas à me lever, je fous rien. Alors que Depuis quand? Là, ça va faire 3 mois que je suis comme ça. Et c'est lié, vous pensez, à votre mère? Oui, ça réveille tout. Oui. Parce que normalement, on est en période de Noël. Moi, je crée des bijoux. Je suis très manuelle. Parce que j'ai vendu du linge aussi sur les marchés. J'ai fait plein de choses. J'ai travaillé beaucoup aussi. Des boulots très durs. Et j'adore faire des bijoux. Mais là, j'ai même pas de goût. J'ai des petits-enfants. Il y a que mes petits-enfants et ma fille. Oui, vous êtes triste en ce moment. C'est la perspective. Ça vous renvoie à l'abandon. C'est-à-dire votre mère que vous voyez être dans une maison, qui doit aller dans une maison spécialisée. C'est comme si vous aviez le sentiment de l'abandonner et vous, ça vous renvoie à une histoire d'abandon. Voilà. Mais franchement, je crois qu'il faudrait que vous abandonnez, oui. J'ai l'impression que j'abandonne aussi mes enfants. Oh non. Ils sont grands, vos enfants, aujourd'hui? Oui, mais justement, ils viennent plus me voir. Alors je me dis, mes petits-enfants, ils n'ont pas le contact avec moi, mais parce que j'ai 7 petits-enfants, dont il y en a 3 que je vois pas beaucoup. Mais donc j'ai l'impression d'être ma mère parce que moi j'étais très famille. Oui, c'est ce qui vous angoisse. C'est ce qui vous angoisse finalement aussi la fin de vie de votre mère dans une maison seule. Ça vous renvoie une image angoissante.
j'ai ma fille on a eu une petite fille qui est handicapée, qui a 8 ans aujourd'hui, donc c'est très lourd aussi, très très proche d'elle. Avec votre fille, vous êtes proche d'elle? Avec ma petite fille. Et ma fille est très très timide, elle s'exprime pas beaucoup. Donc moi j'aime bien les gens qui communiquent, qui parlent. Quelquefois je lui dis mais dis-moi si t'as de merde à me dire, dis-moi quelque chose. Comme je suis mère poule, quelquefois je suis là, oh elle a ses pieds froids la petite, mets-lui des doubles chaussettes, nanana. J'ai l'impression que je l'embête, vous voyez. Et quelquefois j'ai pas tort. Quelquefois, je peux avoir tort parce que les grands-mères. Vous avez une vie extrêmement différente de celle de votre mère, parce que vous, dans ce vide, dans ce désert affectif, et je n'accable pas votre mère, loin de là. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas certainement elle faire autrement. Je ne sais pas quelle est son histoire. Vous avez fait face, vous en êtes sortie non seulement à 14 ans, alors que vous étiez une jeune fille, oui, mais une gamine que personne n'avait aidé à se construire. Vous vous êtes quand même occupé des bébés comme vous avez pu. Bien sûr qu'il y a des failles et dans une telle histoire, il ne peut qu'il y en avoir. Simplement, aujourd'hui, vous vous retrouvez face à l'image de votre mère et il y a quelque chose qui vous angoisse. Comme si vous alliez aussi vous retrouver seule et démunie. Qu'elle m'aime pas. Mais je crois que, vous savez, voilà, il y a malheureusement, il y a des... Vous savez, l'amour, ça nous est pas donné comme ça, cette capacité à aimer. Ça nous est pas donné comme ça, comment dire, dans nos gènes. C'est quelque chose qui s'apprend aussi, et qui s'apprend évidemment pas dans les livres, dans ces premiers moments, dans ces premiers temps de vie, où un bébé qui vient au monde est accueilli, entouré, moi, j'ai pas été accueillie, aimé, j'ai pas protégé. Été aimée, mais c'est pas pour ça que j'aime pas mes enfants. C'est là où vous avez une histoire et une personnalité incroyable, et d'autres comme vous d'ailleurs, qui malgré tout, même s'ils ont été pas élevés finalement, c'est-à-dire même pas au sens d'animaux, puisque les mères des petits animaux s'en occupent dans les premiers temps. Oui. Livrés à vous-même, vous avez en vous cette force vous savez aimer. Vous savez aimer. C'est pour ça que j'ai réagi quand vous parlez de robots. Vous êtes tous sauf un robot. C'est-à-dire que vous pensez votre souffrance et vous avez envie d'amour. Vous êtes avide d'amour. Vous vous êtes construite certainement en prenant de ci, de là. Et aujourd'hui, ce qui vous fait souffrir, c'est justement cette distance de vos jumeaux, le fait que vous n'êtes pas aussi proche de vos petits-enfants que vous aimeriez l'être. Donc, votre mère ne ressent pas les choses comme vous. Non, elle n'a pas construit comme ça dans cette relation, dans ce lien à l'autre. Malheureusement, elle n'a pas su aimer. C'est pas vous. C'est de façon générale. Elle cherchait de l'amour auprès des hommes. C'était une façon de trouver quelque chose, de chercher quelque chose, mais il y avait une quête, mais bon, qui était assez vaine finalement. Et donc vous avez vraiment des parcours très très différents. Simplement, je pense que parce que je vois que malheureusement le temps passe, par rapport à votre culpabilité de ne pas la prendre chez vous, je crois que vraiment, ça ne serait pas une bonne chose pour vous que vous ayez votre mère à demeure comme ça, parce que ça vous renvoie trop à votre histoire, et ça, je pense que ça pourrait vous démolir. Ça pourrait vous démolir. Donc là, ce que vous avez fait, vous avez vraiment agi comme une fille, et pas simplement par devoir, mais comme une fille très aimante, en faisant en sorte que l'on s'occupe d'elle, que l'on la prenne en charge, et qu'elle soit dans une structure, qu'elle aille dans une structure où on va s'occuper d'elle, et où vous pourrez aller la voir, lui rendre visite, mais aussi avoir votre vie et qu'elle ne soit pas présente à demeure. Ça renvoie, on voit bien que ça renvoie trop de choses. Là maintenant, je peux plus aller la voir. Je peux plus aller. Mais oui, mais je comprends. Parce qu'elle m'a mis dehors l'année dernière, quand je me suis occupée d'elle pendant les 3 derniers mois là. Elle a été très méchante avec moi.
Il faut vous Elle m'a dit protéger. dégage, j'ai pas besoin de toi. Depuis, Oui. je suis pas retournée chez elle. Il faut vous protéger de ce qui l'anime, de la violence, de l'agressivité qui est en elle. Donc c'est vraiment pas une bonne idée de la prendre chez vous. Votre mère, elle a beau être âgée, elle a beau être diminuée, elle garde en elle ce pouvoir de vous faire mal. Aujourd'hui, parce que c'est vous aussi encore, la petite fille, l'enfant, qui vous souffrez de ça aussi. Quand vous me parlez de vos petits-enfants, c'est aussi vous qui souffrez. Donc actuellement, si effectivement depuis 3 mois vous sentez que là vous êtes à plat, c'est peut-être aussi parce que ça vous ramène à votre histoire, cette proximité que vous avez eue avec votre mère. Peut-être que quand même, il faudrait que vous voyiez votre médecin pour en parler. Justement, là, je suis un médecin, mais il vient de partir en retraite et j'ai vu son collègue, mais ça passe pas. J'ai été le voir 2 fois. 2 fois, je lui ai dit de lire mon dossier parce que je lui ai donné les écrits. Si ça passe pas, ne restez pas alors avec lui. Trouvez à ce moment-là, demandez-lui qu'il vous oriente vers quelqu'un d'autre. Pour traverser, parce que franchement, il s'agit pas oui, c'est dur, c'est vrai, mais vous avez déjà surmonté tellement de choses que c'est pas ça le plus difficile. Mais parce que je pense que c'est juste pour qu'on puisse un peu vous accompagner. Il y a ça vous renvoie un miroir grossissant, de vous un peu angoissant. Je vois, le temps passe malheureusement, il est minuit 55, il y a beaucoup de messages qui me parviennent pour vous. J'ai envie de vous les lire, Christiane, parce que je veux bien, il y a Clarence qui dit. Comme beaucoup, le résume, je reste bouche bée à l'écoute de ce douloureux récit. Respect à vous. Si vous pouvez, écrivez. Bon, c'est libérateur, mais je crois que vous, c'est pas votre mode d'expression le plus familier. Il y a quelqu'un qui dit, pour comprendre votre mère, vous pouvez lire Cœur de cristal de Frédéric Lenoir. C'est un conte. Oui, j'aime bien lire. Courage à vous, vous êtes formidable. Il est important maintenant de prendre soin de vous. Merci, c'est gentil. Il y a Emmanuel qui dit c'est incroyable votre histoire et quelle leçon de vie. C'est exemplaire et vous méritez vraiment tout l'amour que vous-même vous donnez et que vous voudriez encore donner, y compris à votre mère. Il y a Babette qui dit grand respect à vous, à votre parcours, à votre chemin. C'est ce qui ressort en disant quel courage, quelle force. On se sent tout petit quand on vous écoute. On relativise beaucoup. Zach dit quelle vie. Votre cœur est accroché à la plus pure des solidités. C'est-à-dire qu'on sent que vous avez. On a même du mal à trouver les mots parce que c'est vrai que vous avez été très créative. Vous avez finalement su. Vous savez, il y a cette image qui est pas. On dit parfois, y compris sur du fumier, poussent les plus belles fleurs. Oui. Elle est dure cette image, mais il y a quelque chose sur ce néant que vous renvoyez, ce côté où parfois on pourrait être complètement détruite. Il émerge comme ça des personnes comme vous qui ont un destin, je dirais, qui est presque romanesque, ce qui n'enlève pas la douleur de tout ce que vous avez traversé. Et je pense pour vos enfants, peut-être à travers votre fille, ou je pense qu'ils, y compris vos jumeaux d'ailleurs, vos fils, ne peuvent pas du tout imaginer quel est votre parcours. Et peut-être que parce que certes, ils savaient que vous aviez que 15 ans quand vous les avez eus, mais ils peuvent pas imaginer quel est votre parcours. Et ça serait bien que vous puissiez leur en parler, enfin, qu'il y ait quelque chose. Ça a été fait, mais si vous voulez, ça leur fait mal, ils se mettent à pleurer, ils me disent... Voilà, donc ils se protègent parce qu'effectivement, ça a été fait dans la partie qui est la plus dure, qui est de ce viol que vous avez subi, petite fille, et c'est trop douloureux pour eux de penser que vous avez pu subir ça, et finalement... Je pense pas que c'est tout sauf un manque d'amour ou du désintérêt ou de l'indifférence. Vous le dites vous-même. C'est que j'ai quitté leur père alors que leur père c'était quelqu'un de très bien. Mais on n'était pas fait pour vivre ensemble. Mais oui. C'était pas quelqu'un qui m'accompagnait comme un mari. Oui. Je vous dis, je faisais partie des meubles. J'ai même pas eu de bague de fiançailles. J'ai jamais eu un bouquet de fleurs quand j'ai accouché de mes enfants. C'était quelqu'un qui ne pouvait pas donner, qui pouvait pas montrer. Vous voyez, il parlait pas. Quelqu'un venait chez moi, il allait dans sa chambre. Vous voyez.
Je faisais 95 kilos, je croyais devenir folle tellement que je bouillais, je pleurais souvent dans la voiture, je savais même pas pourquoi. Mais je crois qu'effectivement, ça leur envoie une histoire trop terrible. Ouais. Et que peut-être pour eux, leur façon de continuer leur chemin, c'est là de se tenir un peu à distance. Ils ne voient pas finalement la force de vie extraordinaire qu'il y a en vous. Ils voient effectivement le poids des épreuves, de tout ce qui vous a accablé. Il y a Brigitte, parce que je vois, elle dit quelque chose que je trouve très juste. Elle dit peut-être finalement, ce qui vous rend malheureuse aujourd'hui par rapport à votre mère, c'est que vous espérez toujours, envers et contre tout, une relation plus apaisée avec elle, comme si finalement il pouvait y avoir une réconciliation. Au moins qu'elle me dit, je me dis, si je vais la voir à l'hôpital, je vais lui dire, mais pourquoi tu m'as jamais aimée? Elle ne pourquoi peut pas. Tu m'as dit que tu m'aimais pas? Christiane, c'est pas vous. C'est pas vous qu'elle a pas aimé, c'est elle. Elle n'a pas cette capacité-là. C'est pas donné à tout le monde, malheureusement. C'est pas donné à tout le monde et il y a quelque chose certainement aussi lié à son histoire. Et je dirais que Brigitte dit, pensez plutôt aujourd'hui à vous prendre soin de vous, à être finalement très maternelle avec vous, très douce avec vous et à être proche de la partie de votre famille avec qui tout se passe bien. Parce qu'il y a cette famille avec qui tout se passe bien. D'accord ? Je vous embrasse vraiment. J'ai 2 amis, on doit se quitter et continuer vraiment, parce que vous allez pouvoir continuer votre chemin. Bon courage à vous. Au revoir Christiane. Belle nuit à vous. Il est maintenant 1h sur Europe 1. Les infos présentées par Loïc Loury. Bonsoir Loïc.